Bienvenue à cette toute nouvelle édition de Pour votre information. J'espère que vous allez bien à la maison. Parmi nos invités cette semaine, Alberto Georgian Miout, qui est un nouveau collaborateur à cette émission et aussi à TVRL, viendra nous parler des événements sur le territoire lavallois. Aussi, Geneviève Deshôtels nous parlera du bal des finissants, elle qui est de Éduc Alcool. On va faire de la prévention en quelques semaines du bal des finissants justement. Karine Roy, qui est coach en gestion, qui intervient auprès d'entreprises, viendra nous donner un peu son savoir-faire. Aussi, Annie Harvey chez Alloprof. On prépare nos jeunes aux examens de fin d'année qui comptent pour la plupart du temps pour bon nombre de pourcentages sur la réussite, oui ou non, de nos élèves. Aussi, Ariane Harpin Delorme, qui est autrice du livre Tenir debout, sera avec nous. Nicolas Vincent Poirier viendra nous parler de cinéma. Et tout d'abord, c'est un élu ici en territoire lavallois, David de Cotis. On a à nouveau M. David de Cotis, qui est votre conseiller municipal si vous habitez le secteur district de Saint-Bruno. À nouveau, bonjour. Merci d'être avec nous, M. de Cotis. Bonjour. Merci toujours pour l'invitation. C'est toujours un honneur pour moi d'être ici. On est très heureux. Ça sert à ça, cette tribune qui est pour votre information. On aime recevoir nos élus municipaux. On pourra parler de dossiers dans quelques instants, mais bon, on avait manqué de temps la dernière fois, puis je veux qu'on le consacre la bonne portion. On avait beaucoup parlé de dossiers, de politique. Oui. Il y en sera question plus loin, oui, mais quand même, l'été s'en vient. Les gens ont un peu l'esprit à la fête, on peut se le dire. Et il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pouvez vous-même vous vanter que je pense que votre district a le plus d'événements pour les citoyennes et les citoyens à Laval? Est-ce qu'on peut dire ça? Absolument. Pour l'été, le district Saint-Bruno, on a le plus des événements d'été dans tous les quartiers partout à Laval. Alors, Saint-Bruno, nous sommes numéro 1. Je suis fait d'annoncer. Oui, c'est ça, numéro 1 sur le plan des événements, des festivals et autres. Là, je vais laisser les gens juger, mais je comprends que vous êtes chauvin de votre secteur. Je comprends très bien. Et commençons d'ailleurs les festivités. Là, qu'est-ce qui est à surveiller pour les citoyens qui nous écoutent, le côté événement peut-être? Oui, mais merci. Ben, ça a déjà commencé, mais je vais commencer par le 9 juin, c'est vendredi soir. C'est la fête annuelle Plaisir en famille. C'est organisé par les Loisirs Saint-Bruno. Ouais. À chaque année, ils font cette même fête. C'est vraiment de mettre ensemble la communauté, de jaser, d'échanger des choses qui se passent dans le quartier. Ça se passe vendredi soir de 5h à 9h au centre communautaire Lausanne. Et puis, bon, plus loin, il y a cette fête nationale. Oui. Pour vous vous mobilisez pour la fête nationale. Il y a Oui. quand même, parce qu'il y a plusieurs districts qui vont faire leur propre fête nationale au sein même de la grosse, que je vais le dire comme ça, qui va se passer au Centre de la Nature le 24 juin. Oui. Mais vous soulignez la fête nationale aussi. Oui, mais avant ça, je souligne le 17 juin, c'est un samedi, de 11h à 4h. C'est en face du marché Euromarché. Nous sommes le seul district qui donne gratuitement crème glacée de Dairy Queen, les hamburgers de Harvey's, la poutine de Harvey's, le café. On donne ça gratuitement à tous nos citoyens de Ville de Laval. Oui. Je pense que je vais devenir résident du district de Saint-Bruno juste pour ça. Exactement. Et c'est sûr, vendredi, le 23 juin, on fête la fête nationale. C'est dans le parc Père-Vimont. On retourne pour une deuxième édition. Alors, j'invite tous les citoyens qui habitent dans le district de Saint-Bruno, mais peu importe, vous êtes invités, des citoyens de Ville de Laval, vous êtes invités le 23 juin au parc Père-Vimont à Saint-Bruno. Puis aussi, là, on a parlé du début de l'été, mais il y a d'autres activités vers la fin de l'été dans le district Saint-Bruno. Oui, alors le 19 août, c'est un samedi de midi à 5h, on a notre 7e édition de la fête de quartier de Saint-Bruno avec la Société Alzheimer de Laval. La maison Alzheimer est la seule maison sur le territoire de Ville-Laval et c'est dans le parc de Lausanne, dans le quartier de Saint-Bruno. C'est notre 7e édition. C'est vraiment c'est une fête de quartier, mais c'est vraiment pour ramasser les fonds pour la Société Alzheimer. Jusqu'à date, on a ramassé plus que 150 000 $ pour la cause. Alors, j'invite tous les citoyens de Ville-Laval d'être présents. On va avoir beaucoup de choses à faire. On a des jeux gonflables, on a des ponies, on a crème glacée, on a tout ce que vous voulez comme fête de quartier. Et vraiment, je vous encourage d'être présents pour rencontrer
vos citoyens, mais aussi pour la cause. Pour la cause, mais il ne faut jamais sous-estimer ces rendez-vous-là parce que c'est là où se crée un esprit de communauté, de solidarité également. Je trouve ça important que vous donniez ce rappel. Donc, le 19 août prochain, puis à la fin de l'été, le 9 septembre, il y a cette épluchette de blé d'Inde, je crois. C'est ça. Alors, on revient au Aéromarché. C'est la fin de l'été. Alors, on encourage encore les citoyens de venir nous visiter, puis on fait une petite épluchette de blé d'Inde pour tous les citoyens de mon quartier, mais c'est toujours ouvert à tout le monde. Hein? Ouais. C'est pas juste pour les citoyens de Saint-Bruno, mais pour la communauté lavalloise. J'ai goût de savoir. Ce sera ce moment de confession dans cette entrevue. Et je vais regarder la bonne caméra. Et je vais vous regarder droit dans les yeux, M. Devetis. Vous le mangez comment, votre blé d'Inde? Avec du beurre. Avec du beurre? Y a-t-il un petit peu de sel? Pas de sel pour Pas de moi, sel, juste ok. du beurre. C'est bon, parfait. Ce fut une très belle confidence. Vous l'aurez appris seulement qu'ici parce qu'on a du contenu dans cette émission pour votre information. Mais soyons un petit peu plus sérieux parce qu'au moment de se parler, donc, on est le 6 juin. Bien sûr, on est le 6 juin en après-midi. Se tient ce soir la séance municipale et les gens seront témoins de ça dimanche le 11 juin pour la première de l'émission. Il y a toujours des rediffusions, bien sûr. Alors, je voulais juste le mettre dans l'espace-temps parce que il y aura d'importants dossiers dont on va peut-être connaître des dénouements ce soir. Et pour vous, notamment, il y a ce dossier de la bibliothèque ici, qui est un dossier quand même de plusieurs millions de dollars. Projet important qui va être voté ce soir. Oui, mais c'est ça. Alors, la grande bibliothèque, on veut le construire juste en face de l'Université de Montréal, à côté du Collège Montmorency. Quand même, c'est une dépense de 180 millions de dollars. Puis, c'est pour une bibliothèque centrale. Ça ne veut pas dire que du monde qui habite dans Saint-François, ils vont avoir accès vraiment à la bibliothèque. Puis, il y a eu un sondage qui a été lancé. Et les Lavallois ne veulent pas une grande bibliothèque au centre-ville de Ville-Laval. Ils aimeraient avoir un parc. Parce qu'aujourd'hui, veut pas, le centre-ville, on a le métro, on a la place Belle, on a des restos, on a le centre Montmorency comme collège, mais on n'a pas de parc. Parce qu'il y a beaucoup de béton, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est ça. Alors nous autres, ça fait des années, parce que c'est un projet qui, tranquillement, il s'en vient. Puis on a toujours voté contre le projet en disant, c'est quoi la justification de dépenser 180 millions de dollars pour une grande bibliothèque? Est-ce qu'on a fait une analyse, une étude? C'est quoi la preuve? C'est quoi l'étude qu'on a faite pour nous démontrer qu'on a besoin de cette infrastructure? On n'a pas. Est-ce que pour vous, c'est l'emplacement plutôt que la nécessité d'avoir une grande bibliothèque? Parce que je pense que, avec humilité, mais je crois que toute grande ville comme Laval, qui est en croissance en plus toujours, se doit d'avoir une infrastructure pour sa population. On le sait qu'une bibliothèque, c'est une rencontre de culture, c'est un endroit de diffusion, c'est un endroit qui permet à tous les citoyens de pouvoir aussi s'enrichir de façon intellectuelle également. Donc, moi, je vois une nécessité d'avoir une telle infrastructure. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'emplacement peut-être ou qu'on devrait revoir de ce que j'entends de ce que vous me dites, là, mais est-ce que c'est... Je soulève la question. Je veux vous entendre là-dessus. Bien, vous avez une bonne question. Il y a deux choses. Il faut être toujours à l'écoute des citoyens de Ville-Laval. Les citoyens, ils ont dit non, on ne veut pas une grande bibliothèque, c'est la première chose. On ne veut pas dépenser 180 millions de dollars pour une grande bibliothèque. On veut mieux prendre cet argent-là pour créer des nouveaux centres sportifs, soit des arénas, des complexes soccer. On a besoin plus des infrastructures sportives à Laval, première chose. Et deuxième chose, au centre-ville, on a déjà le Collège Montmorency qui est en bibliothèque, on a déjà l'Université de Montréal qui est en bibliothèque. Ouais. Nous sommes déjà là. Et aujourd'hui, la plupart du monde, ils ont le téléphone, le tablette, qui font toutes les recherches. Mais en même temps, vous parlez d'infrastructures sportives. On a quand même la place Belle dont c'est doté depuis quelques années. On a aussi beaucoup, avec les Jeux du Québec, on a eu de nouvelles infrastructures qu'on a pu obtenir, terrain de volleyball, tout ça. Donc, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir quand même, à la fois peut-être d'une moindre ambition? Je comprends votre question de dire peut-être 180 millions de dollars, c'est peut-être ambitieux, mais en même temps, d'avoir la possibilité d'obtenir ces projets-là, d'avoir une sorte d'équilibre là-dedans? Est-ce que pour vous, c'est possible? Alors encore, pour répondre à votre question, c'est aujourd'hui, il faut être à l'écoute encore. Les parents aujourd'hui, OK, les fins de semaine et les fins de soirée, ils sont dans leurs autos, ils conduisent soit à Montréal ou la Rive-Nord pour jouer au soccer, pour jouer au hockey, parce qu'à Laval, il n'y a pas de place pour jouer. C'est plein. Et pour revenir à vous, durant les Jeux du Québec, on n'a eu aucun nouveau infrastructure de sport. On a rénové certains terrains, aussi, mais c'est tout. Et la place Belle, on a un glace communautaire. Et les Lavallois, pour jouer, il faut payer. Alors,
c'est quelque chose que les Lavallois, ils payent déjà avec leurs taxes municipaux, mais pour aller jouer, il faut payer encore, puis des fois, il n'est même pas disponible. Alors, il y a un gros manque. Mais à Laval, on ne peut pas dire qu'il manque vraiment une grande bibliothèque parce qu'il n'y a personne qui demande une grande bibliothèque. Et je répète, on a demandé au maire, montrez-nous des études pour nous montrer qu'il y a une demande. Il n'y a pas d'études. Ils ont fait 0 d'études d'impact, 0 d'études pour voir s'il y a un besoin. Ils ont juste décidé, parce qu'ils veulent bien apparaître, pour dire, regarde, Laval, on a une grande bibliothèque. C'est juste ça, c'est pas une apparence. Ouais. Mais ça ne répond pas aux besoins des citoyens. Et les élus, nous sommes ici, nous sommes élus pour servir et pas pour être servis. Et c'est le mot de la fin. J'avais d'autres questions pour vous, M. Decotis. Il faudra revenir. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, mais aussi autre dossier important qui sera dévoilé, le rapport sur ce comité qui s'est penché sur la violence, notamment, dont on a été témoin récemment, incident dans le Chemin-Dé avec des armes à feu, dont Mme Révélakis est venue récemment nous entretenir. Alberto, Georgiane Mihut, donc un de nos reporters, sera avec nous d'ailleurs très bientôt pour nous en parler. Il sera donc à cette séance. Il y était au moment de vous présenter cette émission. Je le mets au passé. Merci beaucoup à vous, M. Decotis. Merci. Merci beaucoup. Passez une belle fin de soirée. Vous savez, lorsque vous êtes ado, le bal des finissants, c'est pour la plupart, en tout cas des jeunes, c'est comme l'événement d'une vie. Hein? Et on veut terminer nos 5 ans de secondaire, se dire au revoir de belle façon, pas avoir de regrets, puis pas non plus, je pense, faire en sorte que ça tourne au cauchemar. Et elle est directrice générale d'Éducalcool. Elle est avec nous pour nous parler de prévention. Vous le comprenez, vous êtes capable de faire la suite logique à quelques semaines de la fin des classes et de l'arrivée des bals des finissants. Madame Geneviève Desautels, bonjour. Bonjour! La première question, est-ce que vous vous souvenez de votre bal des finissants? Oh oui, je m'en souviens, puis pour les bonnes raisons à part ça, puis ça commence à faire longtemps, là, ça fait 35 ans mon bal de finissant. OK. Je ne voulais pas vous vieillir, mais... Non, c'est correct. Moi aussi, ça commence quand même, là, je regarde ça dans le rétroviseur, là, et ça commence à faire quelques décennies, là, quasiment 20 ans, dans mon cas aussi. Là, donc, je vous comprends là-dessus, mais il y a une chose certaine, moi aussi, je m'en souviens de mon bal des finissants ici. Et si vous vous en souvenez, j'imagine que c'est parce que vous avez fait les bons choix et j'imagine que c'est parce que vous avez aussi fait preuve aussi de prudence, mais également, sans être moraliste, on peut se comprendre que, encore une fois, la prévention, la sensibilisation, ça demeure le meilleur outil à l'aube de ces bals de finissants? Bien sûr, puis chez Éducalcool, on est là effectivement pour outiller dans le but que cette soirée-là soit une expérience positive, à la fois pour les jeunes, vous l'avez dit, c'est le bon moment pour célébrer, et pour les parents aussi qui doivent tranquillement, oui, laisser aller leurs grands-enfants, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas eu des conversations, justement, sans être moralisateur, mais beaucoup plus être dans l'éducation. C'est ça qu'on fait, justement, d'où le fameux Éducalcool. Ouais. Alors, sur le site d'Éducalcool, il y a un guide parents-enfants, par tranche d'âge, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre à 17 ans la veille du bal pour parler de ça, mais si on ne l'a pas fait, bon, ben, c'est le temps de le faire. Alors, entre autres, ça peut être intéressant de parler de comment on métabolise l'alcool. Des fois, les jeunes, ils ne savent pas que c'est pas parce que tu prends un verre que tu ressens l'effet dans secondes. Là. Tu sais, ça prend à peu près 1 heure à se métaboliser. Fait que s'il fait chaud, que là, je dis, bon, ben, je prends un verre d'alcool, je ressens rien, je vais en reprendre un deuxième, je ressens rien, j'en reprends un troisième, je ressens rien, bien, à un moment donné, ça va cogner. C'est sûr. Et au-delà de ça, est-ce que aussi de toujours penser de mettre également de la partie des autorités scolaires également, quand on prépare un après-bal, un bal aussi, de toujours aussi adjoindre également dans l'échiquier les autorités scolaires, les professeurs, la direction d'école également dans la prévention? Bien sûr, il y a de plus en plus d'écoles aussi qui nolisent des autobus scolaires de façon à s'assurer que d'une part, ils sont ensemble, puis d'autre part, qu'il n'y a personne qui prend un risque de conduire. Parce que même si votre jeune qui vient en plus juste d'avoir son permis ou presque, vous dit non, je ne prendrai rien, il faut quand même pas être dupe que la pression sociale, particulièrement ce soir-là, elle est importante. Surtout qu'aussi, on se comprend que également l'alcool, la drogue aussi,
lorsqu'on mélange plusieurs substances, ça mène à un cocktail qui est encore plus, qui peut être encore plus, disons, difficile aussi auquel composer pour un jeune qui n'est pas habitué de mélanger ces substances-là également. Il faut le comprendre comme ça, là. D'une part, puis que justement, on est à nos premières expériences de consommation plus excessive, voire de mélange. Alors, c'est sûr qu'on ne sait pas comment on va réagir, autant physiquement que émotionnellement, parce qu'on peut justement vivre de la grande tristesse. Puis là, ben, c'est pas vraiment le temps de vivre de la grande tristesse. En tout cas, du moins, on ne se le souhaite pas. Et d'autre part, d'être peut-être un peu plus agressif, ça non plus, on ne le souhaite pas. Puis physiquement, d'aller passer la soirée à la salle de bain, ben, c'est pas comme ça qu'on va avoir un beau souvenir. Puis 35 ans plus tard, on va encore se rappeler de celui ou celle qui a passé la soirée dans la salle de bain. Ouais, je peux confirmer, j'en ai encore des souvenirs de certains. Et moi, par contre, j'étais tellement bien accompagné, ma cavalière était exemplaire. Ouais. Elle a pris soin de moi. Mais chose aussi qu'on doit comprendre, puis je voyais dans une école secondaire, qui n'est pas sur le territoire lavallois, qui est dans la région de Maniwaki, si je ne m'abuse, mais ils ont fait une activité de simulation d'accident de la route qui avait lieu. Également, on a pour but, évidemment, de sensibiliser les jeunes à la conduite avec les facultés affaiblies. Puis on avait aussi, pris des jeunes de l'école d'un cours d'art dramatique pour créer des simulations. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de faire qui pourrait s'implanter partout dans nos écoles secondaires également pour les sensibiliser, les jeunes? Bien, en fait, l'éducation par les pairs, ça fonctionne. Et la morale, ça ne fonctionne pas. Donc, si on a réussi dans cette initiative-là à sensibiliser par des pairs qui, justement, ont acté la bonne chose et qu'avec les autorités, ils ont pu être sensibilisés à la conduite responsable, bien, c'est déjà une chose. Mais moi, j'ai tendance à mettre des « et » dans la vie plutôt que des « ou ». Faisons ça. Les parents ont un rôle à jouer. C'est pas juste l'école, cette éducation-là. De toute façon, vos enfants vous voient consommer de l'alcool depuis qu'ils sont tout petits. Alors, vraiment, si vous avez entretenu cette discussion-là avec eux et que vous-même, vous consommez modérément, déjà, ils partent avec une bonne base. Il y a le bon vieux principe, tu sais, là, même durant le temps des fêtes, lorsqu'il y a nez rouge, le vieux principe du conducteur désigné qui demeurera toujours une alternative de choix également dans toutes circonstances, là. Oui, effectivement, mais comme je vous le disais, ce soir-là du bal en particulier, je ne suis pas sûre que j'opterais pour cette solution-là, à moins que ce soit un parent. Un parent, bien, effectivement, c'est là où c'est effectivement ce que je pensais. Bien sûr, qui dit, bien sûr, moi, je vais me charger d'être votre chauffeur pour la soirée. Alors, ça, c'est une façon pour les parents, justement, de participer sans participer puis sans trop être dans le chemin. Oui, non, littéralement, il nous reste environ 90 secondes ensemble, Madame Desautels, puis peut-être parler au sens large maintenant, parce qu'on a eu des récentes études qui nous ont parlé de consommation québécoise. Est-ce que les Québécois boivent trop d'alcool comparativement au reste du Canada? Parce qu'on voyait que quand on nous demandait de réduire notre consommation, parce que ça pouvait être dommageable dans un sondage qui a largement fait les manchettes, les gens se sont un petit peu sentis, on dirait au Québec, attaqués là, dans leurs différentes consommations quotidiennes et hebdomadaires. Quel est votre point de vue là-dessus? Bien, en fait, c'est pas tant un point de vue que des chiffres. Ouais. Alors, au Québec, il y a plus de gens qui boivent, mais ils boivent davantage modérément. Dans le reste du Canada, il y a moins de gens qui boivent, mais ceux qui boivent de façon plus excessive. Alors, on peut quand même se féliciter de ça. Et se dire que justement, Éducalcool est là depuis plus de 30 ans. Il y a un paquet d'autres, évidemment, membres de l'écosystème qui participent à tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher la vigilance. Je pense qu'il faut faire attention, sans être moralisateur, mais l'été s'en vient, tout ça. Pensez à alterner entre boissons alcoolisées et non alcoolisées et verre d'eau. C'est bon pour nos ados au bal définissant, mais c'est bon pour nous autres autour de la piscine. Exactement, puis surtout qu'il y a toujours de bons produits des mocktails, par exemple, de plus en plus. Il y a tellement de bons produits, des bonnes bières sans alcool qui se font. On s'est raffiné là-dessus. Alors, aucune raison pour ne pas comprendre ce message. Je vous fais un cheers à votre santé, Madame Desautels. Merci beaucoup. Bon été. Merci à vous aussi.
Il épie et se promène partout sur le territoire lavallois. C'est un nouveau collaborateur auquel vous avez peut-être pris connaissance la semaine dernière. Et pour moi, c'est une première de le rencontrer. Alberto Georgian Miout, qui est donc de MCL. Salut! Bonjour Alex. Merci d'être avec nous. Toujours avec nous, bien sûr, pour nous parler de ce qui se passe sur le territoire lavallois, de tout horizon, autant sur le plan de la politique lavalloise que des activités communautaires, dont notamment, on a pu comprendre récemment, c'était la fête des pompiers et oui. On peut même dire qu'il y a un record du monde qui s'est battu récemment début juin. Oui, ben, c'est un pompier lavallois, donc on a quelqu'un qui a battu, en fait, c'est le demi-marathon, donc plus de 21 km, habillé en équipement de pompier de plus de 50 livres, qui a parcouru le demi-marathon et c'est un pompier justement lavallois à Laval parce que la fête des pompiers, ça s'est passé le 3 et le 4, mais le 4, on avait la course des pompiers qui a récolté plus de 70 000 avec les participants, mais on avait aussi notre cher pompier de Laval qui récoltait pour la Fondation de Québec pour les Grands Brûlés, qui a récolté à lui seul 12 000 $ et en grand, donc c'était énormément d'argent. Quel exploit, parce que pour ceux qui sont des coureurs, j'en fais partie, j'en parle régulièrement, c'est 21,1 km et là, ajoutons la chaleur, ajoutons l'équipement, le 50 livres sur le dos. Moi, je suis, c'est Alexis Dufour. Alexis Dufour. Alexis Dufour, qui est véritable fierté lavalloise. Ouais. Et donc, et on parle, tu disais, je pense, 70 000 $ qu'on a ramassé durant le week-end. Oui, ça c'est les participants, plus le 12 000 justement, juste Alexis lui-même qui a fait une récolte de fonds pour la Fondation des Grands Brûlés du Québec. Du Québec. Et sinon, côté célébration, parce que la fête nationale s'en vient, on a dévoilé, la grande fête nationale qui est le 24 juin prochain au Centre de la Nature. On s'entend qu'il y a plusieurs activités qui sont aussi dans les autres quartiers, les arrondissements de la ville de Laval. Puis il y en a qui sont aussi répartis le 23 et le 24 juin. Qu'est-ce qu'on doit surveiller là, justement dans les quartiers pour les gens qui sont peut-être dans peut-être Chemédé, Saint-François. Donc, je pense que tu as des détails là-dessus. Oui, ils ont révélé justement le lundi de cette semaine, donc le lundi le 5, si je ne me trompe pas. Donc, le 23, on a à Saint-François au Parc de Moulins à 16h, Laval-des-Rapides, terrain de l'église de l'Île-Jésus à 13h, Pont-Vieux, bistrot La Coquille à 14h, Saint-Rose, parvis de l'église Saint-Rose de Lima à 18h. Encore une fois à Saint-Rose, parc de la Rivière-des-Mille-Îles à 13h30, à Duvernay, Parc Rivard à 13h, Saint-Vincent-de-Paul, Parc Rodolphe Lavoie à 13h, Vimont Parc Dumas à 16h et le 24 juin, on a bien entendu la fête au Centre de la Nature à compter de 10h et à Chemédé au Parc de la Fabrique Saint-Martin à 10h. Je ne sais pas si tu as vu l'ampleur de la programmation du côté du Parc du Centre de la Nature finalement le 24 juin avec plusieurs artistes québécois. Mais depuis quelques années, pendant très longtemps, on se disait ça se passe sur les plaines d'Abraham à Québec ou à Montréal. Et depuis quelques années, ça se passe à Laval, chez nous. On a l'occasion d'avoir toujours des artistes de pointe, d'avoir l'animation, c'est Rita Baga qui est là cette année. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, avoir la liste d'artistes, ça me fait vraiment vibrer. Je sais pas s'il y en a un spontanément comme ça qui te vient en tête, qui pour toi, tu étais content là, d'apprendre sa venue. Écoutez, Alex, j'étais content de voir justement la diversité qui était présente. Rita Baga qui va justement qui fait la tête d'affiche. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont aller la voir justement, que du cégep, des clubs de diversité qui vont aller justement juste pour ça. Mais c'est incroyable. Puis on est fiers d'être Lavallois. Puis ça se passe à Laval, évidemment. Oui, vraiment. En tout cas, j'étais content de voir Michel Rivard, Laurent Nicoué, qui est une artiste autochtone. Quand tu parlais de diversité, justement, tu as bien fait de le mentionner. C'est le cas. Il nous reste un peu de temps parce que le conseil municipal, toi, tu couvres aussi l'actualité municipale chez nous. Évidemment. Ben oui. Donc, on est partout, que ce soit sur la scène municipale, provinciale et fédérale. Donc, on a le conseil municipal qui va se passer le 6. Donc, mardi le 6 à partir de 18h30 parce qu'avant, c'était à 19h. Maintenant, 18h30, nouveau règlement municipal. Donc, ça a changé les règles du conseil. C'est ça. Et donc, il y aura beaucoup d'actions. On invite les citoyens à aller regarder la rediffusion sur le site de la Ville de Laval, que ce soit en direct ou en rediffusion. C'est ça. Et au moment de se parler, ce n'était pas encore arrivé, mais ce sera lorsque notre première diffusion, c'est dimanche évidemment passé, mais les gens peuvent rattraper, comme tu le dis si bien, donc sur nos plateformes. Donc, ce conseil municipal pour rester au courant des faits et gestes de leurs élus. Je te remercie beaucoup, Alberto. On peut surveiller sur aussi ton compte Instagram, je crois. Bonne façon. Oui, MCL Média Laval, donc on est là, on est présent, on publie tout ce qui se passe, puis on a au plaisir de vous y voir. Avec plaisir, puis je veux t'accueillir à nouveau. Reviens-nous la semaine prochaine avec d'autres dossiers concernant le territoire lavallois. Toujours très heureux de t'avoir avec nous. Parfait. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup à toi. À cette période de l'année, je ne sais pas si vous étiez comme moi, là, mais niveau primaire, secondaire, je fais de la pâte.
fais encore de la pâte, certains diront. Mais non, j'étais stressé parce qu'arrivaient ces examens de fin d'année et qui comptent pour la plupart, en tout cas dans certaines matières, là, des fois pour 30-40 même peut-être plus dans certains cas. On va parler avec Annie Harvey, qui est porte-parole chez Alloprof, qui a peut-être des solutions pour vous, les parents, pour mieux aider vos jeunes, mais pour ceux-ci également pour être fin prêts pour ces examens du ministère, comme on dit, le mystère de l'éducation. Ça, c'est une autre affaire. C'est Annie Harvey qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je lisais les statistiques. Un jeune sur 7, donc, aurait des doutes, finalement, ou ne serait pas du tout confiant quant à la réussite des examens de fin d'année. C'est assez alarmant, ça, juste ça, en voyant ces chiffres-là. Ben oui, puis en plus, ça, c'est une interprétation parentale. Fait qu'on peut se douter qu'il y a des jeunes qui n'en ont juste pas parlé à leurs parents puis qui vivent ça intérieurement. Donc, on pourrait être peut-être avec un chiffre plus grand que ça, mais oui, ils sont stressés. Et là, je voyais aussi d'autres statistiques, là, parce qu'on nous disait que, notamment, l'épreuve du ministère de l'Éducation en français, déjà, la réussite a baissé de manière considérable comparativement en 2019, donc avant la pandémie. Et ça, c'est presque partout au Québec, je voyais aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment dû à la pandémie? Ça a apporté un dur coup? Est-ce que pour vous, vous voyez une de cause à effet, si je vous pose la question comme ça, selon vous? C'est sûr que ça n'a pas dû aider, hein, on s'entend, mais de là à dire qu'il y a une causalité, on ne l'a pas étudié, il faudrait voir. J'imagine qu'il y a des gens plus brillants que moi qui sont sur le dossier, mais c'est sûr que ça n'a pas aidé. Là. Ça a été un gros coup, la pandémie. Mais par contre, est-ce que vous avez vu chez Alloprof, ces dernières années, depuis le début de la pandémie, davantage de jeunes, de parents aussi qui ont frappé à votre porte? Oui, on a une augmentation fulgurante de nos services, là, mais c'est un bon signe en même temps. Ça veut dire que les jeunes trouvent de l'aide puis vont chercher de l'aide, donc c'est quand même bien. Mais oui, il y a eu une belle augmentation. On aide 550 000 élèves par année. Puis l'année passée, là, à cette période-ci, c'était 8 millions d'accompagnements faits. Quand on fait un petit calcul rapide, l'adopter, c'est revenir. Oui, c'est ça, exactement. C'est beaucoup de gens. Oui. Puis c'est peut-être beaucoup, évidemment, de réussite. C'est pas peut-être, c'est beaucoup de réussite grâce à votre implication depuis de nombreuses années. Pour la réussite d'un élève, justement, je faisais l'énumération un peu, puis le stress, tout ça, mais souvent, moi, je me faisais dire par des pédagogues de tout acabit, on me disait, c'est pas nécessairement le talent, l'intelligence qui favorise vraiment la réussite, c'est la préparation. C'est ça intrinsèquement, la préparation, est-ce que je peux dire ça? L'organisation aussi? L'organisation, oui. Bien, c'est une préparation et une organisation pour plein de facteurs. Premièrement, les examens, ça ne sort pas d'un chapeau, là, les questions, ça vient de ce qu'on a appris pendant l'année. Oui. Donc, si on s'organise bien, si on révise, il y a de fortes chances qu'on réactive la mémoire puis que ça se passe un petit peu mieux que si on n'ouvrait pas nos manuels. Ensuite de ça, c'est comme un voyage. Tu sais, on sait où on veut s'en aller, mais on planifie le voyage avant de partir. Généralement, ça évite des problèmes. Mais c'est la même chose avec les examens. Il faut les planifier à l'avance. Puis à l'avance, c'est pas la semaine ni la journée avant. Hein. C'est plusieurs semaines à l'avance. Là, on commence à être un petit peu serré dans le temps, mais il faut planifier. Oui. On se rend compte aussi que le défi en mathématiques, pourquoi les maths? Moi c'était le cas, là, mais pourquoi les fiches mathématiques, ça me donne encore d'autant de fil à retordre? Est-ce que vous avez des réponses? On a des pistes, là, mais des réponses exactes, il faudrait poser aux jeunes, mais généralement, c'est peut-être parce qu'on part avec un a priori. On se dit qu'on n'aime pas ça, les maths. C'est difficile, les maths. Puis on n'a pas la chance d'être bon en mathématiques, mais si on joue à des jeux pédagogiques en mathématiques, on réussit des tableaux, par exemple, on gagne des points, on se dit « Ah, je suis pas si pire ». Si on comprend pourquoi, à quoi ça sert les maths, ça devient aussi facile. Puis ensuite de ça, il y a peut-être un lien à faire entre le français puis les mathématiques aussi. Parce qu'on le sait, il y a beaucoup de gens de jeunes qui ont des problèmes aussi à l'oral, à l'écrit. La compréhension de texte, c'est important. Hein? Si on veut résoudre un problème, il faut comprendre la question qui nous est posée. Donc, il y a un lien ici. Peut-être qu'il y a tout ça aussi. Est-ce que, si on parlait notamment de défis, tout ça est devant nous, on en entend beaucoup parler, mais vous avez des outils pour les élèves, pour les jeunes qui nous écoutent actuellement, puis que les parents peuvent participer ensemble, s'entraider, puis pouvoir stimuler, puis apprendre aussi? Ah oui, le parent est partie intégrante là, de cette bonne pratique-là là, pour réussir les examens, ça c'est sûr et certain. Mais sur le site d'Alloprof, on a plein de manières de réviser. Okay? On a les jeux pédagogiques, j'en ai parlé, c'est une façon de réviser. On a aussi des mini-récupérations pour les jeunes au secondaire, 15 minutes, une vidéo de 15 minutes pendant laquelle on peut répondre à un questionnaire interactif pour valider. Zone d'entraide, là? Non, ça c'est les mini-récup. Okay. La zone d'entraide, c'est... Pour nous, là, c'est un forum. OK, c'est un forum. C'est un genre de forum. Le jeune va poser sa question, la communauté répond, les enseignants valident. Il n'y a pas de fausseté là, qui navigue là-dessus. Puis moi, je m'en sers pour faire réviser à mes enfants. Si tu es capable d'aller répondre à une question sur la zone d'entraide, c'est que tu maîtrises bien ta notion. Si ça boite
pour tourner réviser un petit peu. Après, il y a des examens parce que faire des simulations d'examens, c'est une belle manière d'enlever du stress. Hein? Quand on voit le contexte, c'est facile. Y a-tu des réponses d'examen du ministère? Non, il y en a pas. Non, mais la préparation va faire son effet. Donc, il y a tout ça qui est en œuvre et nos enseignants qui sont au téléphone, au bout du clavier aussi pour clavardage le soir et le dimanche après-midi. Puis, tu sais, il y a des fois des parents qui se sentent un petit peu impuissants, démunis, parce qu'on va se le dire, des fois, c'est de la matière qu'on a vue, puis on s'entend qu'il y a eu plusieurs changements dans le cursus scolaire à travers les décennies, parfois c'est d'année en année ou presque, l'ajustement qui est fait, ne serait-ce qu'en français ou autre matière de base aussi. Donc, pour que le parent puisse s'y retrouver, ne serait-ce que aussi gérer peut-être le stress de son enfant, y a-t-il peut-être des trucs également qu'on peut donner aux parents qui sont sur vos plateformes? Absolument. Le premier truc, c'est d'aller voir sur le site, dans la section parents, on a des dossiers complets sur comment aider nos enfants. Ensuite de ça, c'est peut-être, pour aider nos enfants, c'est vraiment de les accompagner par leur demandant « As-tu bien révisé? » en s'assurant que l'horaire est fait, mais qu'il y a des pauses aussi pour prendre du temps pour eux, pour ventiler, pour respirer. Puis, sinon, c'est vraiment modérer la manière dont nous, on parle. Parce qu'on met du stress sans le vouloir en disant « Là, ça te prend 75 dans cette matière-là. » Puis là, on martèle, mais c'est plutôt l'effort qu'on devrait valoriser que le résultat final, ça va aider. C'est ça. Peut-être le mieux, la réussite de notre enfant, ou du moins le quotidien. Peut-être de voir la progression, comme on disait, tu sais, de voir, quand vous avez mentionné, tu as mentionné 75 je me dis de ne pas fixer un objectif de date, juste ne serait-ce que de voir au moins que notre enfant, donc, est capable de progresser, a des acquis qu'il n'y avait pas peut-être il y a quelques mois, quelques semaines. Bien, c'est ça, on regarde l'évolution, on regarde l'effort, puis aussi on dit à notre enfant, il faut le rappeler, là, il y a des solutions. Hein. Si cet examen-là se passe mal, si tu échoues, il n'y a pas la fin du monde. Moi, je vais toujours t'aimer comme parent, ton autre parent va t'aimer aussi, on est toujours là pour toi. Il faut rassurer les enfants parce que nous, on trouve ça un peu drôle, là. Mais les enfants ont vraiment peur de perdre notre amour si ils ne réussissent pas. Donc, on est là, puis il y a des solutions, des cours de rattrapage, il y a toutes sortes de solutions qu'on peut voir avec l'enseignant puis qui vont nous être proposées à la fin de l'année scolaire. C'est un grand plaisir d'avoir rappelé les lettres de noblesse de ce que vous... puis c'est une œuvre, vous faites œuvre utile, ni plus ni moins, c'est essentiel, surtout à quelques heures de la fin d'année, avant d'entendre la fameuse dernière cloche là, qui va sonner, puis on pourra entendre les jeunes qui vont pouvoir crier là, dans nos écoles, notamment primaires du territoire lavallois. Merci beaucoup Annie Harvey, porte-parole chez Hello Prof. Merci beaucoup d'être venu nous parler, puis tout est au bas de l'écran avant de se parler. Parfait. Merci à vous. Merci. Pour réussir en affaires et peut-être que pour votre entreprise, il y a de ces micro-détails qui pourraient être déterminants. Elle est d'ailleurs coach de gestion, également conférencière. Je suis très heureux d'accueillir comme collaboratrice et pour la première fois à cette émission, Karine Roy qui est avec nous. Salut! Allô, merci. Merci Alex de me recevoir aujourd'hui. Grand plaisir. On pourra parler un peu plus loin des étapes, la façon d'intervenir, ce que tu accomplis dans le quotidien avec les entreprises, avec les gestionnaires surtout. Mais j'ai le goût de spontanément te demander comme ça, le monde de la gestion, c'est venu comment à toi ou toi peut-être qui est venu à elle? Comment l'expliquer? Bien, comment c'est venu à moi? Oui, je vais l'amener comme ça. À la base, je n'étais pas du tout une gestionnaire, j'étais une infirmière. Okay. Donc, moi, j'ai vraiment fait mes études comme infirmière. J'ai travaillé comme infirmière. J'ai été expérimentée dans le Grand Nord québécois. Et c'est là où ça s'est plus placé pour moi. C'est comme, OK, je m'en vais à l'université, je vais faire un bac. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends l'axe de gestion ou je prends l'axe clinique? Et finalement, j'ai décidé d'essayer l'axe de gestion et j'ai vraiment découvert que j'aimais ça. J'ai découvert une passion dans ma capacité d'organiser, de structurer. Donc, j'ai poursuivi mes études vraiment dans ce sens-là en gestion jusqu'à la maîtrise. Et j'ai décidé de faire mon virage d'infirmière à gestionnaire. Et donc, j'ai travaillé dans le réseau de la santé pendant 20 ans de ma vie. Donc, pas nécessairement pour toi de partir une business, c'était vraiment d'aider, qui était comme une autre façon. Quand on pense à infirmière, c'est d'aider son prochain, d'intervenir. Mais pour toi, c'était donc d'aider des gens dans le domaine des affaires ou des êtres humains à aller vers une réussite quelconque. Oui. Bien, quand j'ai décidé de sortir du réseau de la santé, je me suis dit, bien, j'ai pas tout fait ça pour rien. Le bagage, l'école des institutions publiques, et je veux dire, c'est phénoménal ce qu'on apprend. Donc, je me suis dit, je voulais jouer à avoir autant d'impact avec des entrepreneurs peut-être plus petits, mais qui ont besoin de ce soutien-là, qui ont besoin de cette structure-là, de cet encadrement-là de gestion, que tout entrepreneur a besoin d'avoir une structure d'encadrement de gestion et que ce n'est pas nécessairement présent parce qu'on a une zone de génie, on la développe, mais on n'a pas développé à se gérer et à gérer. Oui. Bien, d'ailleurs, premièrement, lorsque tu interviens auprès d'un gestionnaire, quelles sont peut-être les étapes tout de suite qui font appel à toi? Est-ce qu'il y a toujours
disons, un modus operandi qui est prescrit d'avance, qui est écrit d'avance, ou c'est toujours selon du cas par cas, selon la réalité du gestionnaire ou de la gestionnaire? Je te dirais qu'il y a des troncs communs. Souvent, on va retrouver des caractéristiques assez similaires chez les entrepreneurs avec qui je travaille, mais c'est vraiment toujours personnalisé. Mais souvent, on va partir de la clarté. Tu sais, les gens sont dans le flou, ils n'ont pas de clarté, ils ont des idées, sont des créateurs. Il n'y a pas de structure. Non, concrètement, là, c'est tout là, mais quand c'est le temps de faire descendre ça dans la matière, c'est plus compliqué. Donc, c'est là où je vais intervenir. Parce qu'il faut, c'est beau le flou, mais le flou crée encore plus de flou. Oui, il faut qu'il y ait du concret à un moment donné, du tangible. Exactement. Puis ça, c'est un aspect, le volet de la gestion, mais il y a tout l'aspect aussi du leadership. Donc, la posture que la personne va adopter, son comportement, autant dans sa façon de penser, dans sa façon de se tenir, de se comporter, ça marche main dans la main, là, ces deux choses-là. Bien, tu parles de leadership. Est-ce qu'on a déjà, parce que souvent, certains prétendent qu'on a déjà ces valeurs-là de façon intrinsèque, naturelle. Être un leader naturellement, est-ce que c'est vrai ou ça s'apprend à être un leader au sein notamment d'une entreprise? C'est un entraînement. C'est comme un athlète. On peut avoir des caractéristiques, donc on a du leadership dans la vie, on a de l'entre-gens, on va aller de l'avant. On aime entreprendre. Oui, on peut être comme ça, mais vraiment de développer le leadership entrepreneurial, professionnel, c'est comme un athlète. C'est un entraînement de tous les jours. On se muscle à devenir un bon leader, à s'observer, à se catcher, à observer ses propres comportements. Aussi, oui, mais ça part souvent de soi. Donc, il faut s'adapter soi-même et les autres vont... Le leader va amener les gens à les suivre ou pas, mais il veut les amener en cohésion, en harmonie, pas nécessairement sous la pression, mais en ayant sa posture. Oui. Puis, est-ce que c'est souvent par l'écoute, l'ouverture, la bienveillance qui arrive, ces qualités-là d'être un leader, d'être un bon leader, finalement, dans son milieu de travail, dans son environnement? L'aspect communicationnel prend beaucoup, beaucoup de place, mais tu sais, la gestion, le leadership, c'est 3 savoirs. Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Mais le savoir-être est au cœur de tout ça. L'attitude? Oui. C'est le cœur de... L'attitude pour prendre de l'altitude, je veux dire. Ah oui, non, c'est vrai. Mais il y a ça, mais les autres sphères sont aussi importantes parce que tu peux avoir la plus belle attitude du monde, le plus bel entre-gens, la plus belle bienveillance. À quelque part, il faut que tu sois aussi capable de faire et d'avoir les connaissances dont tu as besoin. Oui. Puis, au-delà de ça, est-ce que c'est là qu'interviennent les stratégies aussi de gestion? Parce que toi, tu interviens, tu poses un diagnostic, mais il faut que la personne embrasse ces stratégies-là de gestion puis qu'elle soit à même aussi j'imagine, de trouver elle-même ses propres stratégies, parce qu'il n'y a pas un modèle qui est applicable pour chacun des gestionnaires que tu vas rencontrer, là, ultimement, j'imagine. En tout cas, j'aime tellement ce que tu viens de dire, parce que c'est ça la base du coaching. Ce n'est pas nécessairement d'amener les réponses aux gens, c'est d'amener les gens à trouver leurs propres réponses. Ceci dit, on peut aider dans des formules, dans des stratégies éprouvées qui fonctionnent, mais il n'y a pas une stratégie qui va être appliquée pareil d'une personne à l'autre parce que justement, chacun a son service, a son entreprise, faut l'adapter. Ouais. Mais il y a autant de stratégies que d'offres de services, mais il peut y avoir des troncs communs, des tangentes. Oui, c'est ça. Et on parlait tantôt des erreurs qui sont les plus, peut-être souvent commises, là, à savoir d'être pas structuré, d'être un peu dans toutes les directions. Mais parmi les réussites, est-ce qu'il y a des modèles positifs là, que toi, tu as été témoin, que tu peux nous partager peut-être parce qu'il nous reste environ 2 minutes ensemble, puis on va se revoir de toute façon. Là, on aura d'autres sujets pour aborder ensemble, mais quand même, est-ce qu'il y a, suite peut-être à la pandémie pour toi, ça a mis une pression sur les gestionnaires, ni plus ni moins, ça les a repositionnés parfois dans certains domaines aussi, ça a poussé à l'introspection, à la réflexion. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui te vient spontanément dans une réussite que tu pourrais nous mentionner? Par rapport avec des clients avec qui j'ai travaillé? Oui, exactement. Bien, les gens que j'observe qui ont les plus grandes réussites, c'est que très souvent, les gens ont beaucoup de choses de fait, c'est pas coordonné, c'est pas ancré dans une structure, comme on a dit, mais ils ont plein d'idées, ils ont créé plein de choses, mais sont éparpillés. Mm-hmm. Et quand on prend juste le temps de prendre tout ça, de mettre de l'ordre là-dedans, de le structurer et de rester constant, il y a toute la notion d'engagement, il y a toute la notion de constance, de rigueur, que souvent les gens vont abandonner avant même d'avoir goûté à un premier succès. Et pourtant, le succès, il est là pour tout le monde. Il faut juste se donner la chance d'y accéder et de continuer jusqu'à temps qu'ils viennent cogner à notre porte. C'est à retenir. Et on va se reparler très bientôt. Karine Roy, je rappelle que vous êtes conférencière, d'ailleurs coach de gestion. On peut donner suite puis avoir accès là, à plus de réponses suite à cette conversation. Absolument. Au bas de l'écran. Merci beaucoup d'être passé. Merci.
On l'avait déjà accueillie, cette autrice, mais elle était sur la route dans une contrée quelconque. Et là, je suis vraiment heureux de l'accueillir pour une autre, d'ailleurs, œuvre, pour Tenir debout, ce livre qui est à mes côtés. Ariane Harpin-Delande, salut. Allô. Merci d'être là. Merci. Pourquoi Tenir debout? Tenir debout, mais comme on peut voir en fait sur la couverture, je pense que quand on vit avec un trouble de santé mentale, diagnostiqué ou pas, hein, on marche souvent sur un fil. Hein? Ouais. Donc l'image du funambule était assez significative pour moi. Mais le fil peut être effectivement toutes les ressources, l'entourage, les outils, les pistes bienveillantes qu'on retrouve dans le livre et qui se retrouvent donc parmi l'ouvrage, mais qui permettent justement de se sentir mieux, donc de tenir debout en équilibre. C'est ça, puis il y a des témoignages là-dedans qui sont fort intéressants, puis il y a dans cette, d'ailleurs, préface, c'est ça dans la préface, si je ne m'abuse, mais en tout cas le texte qui m'a happé, là, ce fameux « C'est une boussole dans les tempêtes, un phare dans l'obscurité », là, des mots quand même assez forts pour, je trouve, décrire le livre aussi. Oui, qui a été signé par Gabrielle Bouliane-Tremblay, la préface, et puis la postface par Eliane Gagnon. Oui. Aussi. Puis, bon, je pense que c'est venu, est-ce que je me trompe, c'est venu un petit peu de ton passé à toi, l'idée d'écrire ce livre-là? Est-ce que je pars de quelque chose de bon? Oui, tu peux le dire. OK. Ben effectivement, je me suis influencée de mon histoire personnelle, qui est encore présente aujourd'hui, mais que j'ai commencé à parler davantage les dernières années sous le chapeau, disons, d'entrepreneur. Donc, certains troubles de santé mentale et aussi en général comme entrepreneur, qu'est-ce qu'on vit aussi au niveau de la pression sur notre santé mentale. Puis, ça a amené beaucoup de confessions, en fait, et ça m'a inspirée à créer un essai journalistique, donc interviewer 12 personnes qui racontent leurs témoignages avec différents troubles de santé mentale, différents profils. Et puis, bien, finalement, 48 intervenants, on va les appeler les experts. Il n'y a pas tout ça que je les appelle les experts, mais vraiment des intervenants en santé mentale, directement ou indirectement, qui viennent déconstruire les mythes, parce qu'il y a encore beaucoup d'incompréhension, je pense, au niveau de la santé mentale. Oui, puis tu as tout à fait raison, mais est-ce que ça prend quelqu'un qui a un trouble de santé mentale pour comprendre une autre personne, selon toi, comprendre davantage, selon ta perception? Oui et non. Je pense que, puis peut-être davantage depuis la pandémie, on vit tous un stress, une anxiété. On en parle beaucoup. Les jeunes aussi, il y a une section pour les jeunes et les adolescents dans le livre. Donc, ça peut être aussi pour un proche. Donc, des grands-parents, des parents qui veulent aider leurs jeunes qui vivent de l'anxiété, un trouble alimentaire, que ce soit par l'influence des réseaux sociaux, entre autres, qui n'aident pas, disons. Donc, je pense que c'est un livre de référence. C'est un meilleur ami qu'on consulte pour nous, pour mieux comprendre ou pour s'aider ou aider un proche. Parce que j'ai l'impression que des fois, c'est pas nécessairement qu'on a ce diagnostic de santé mentale, peu importe quel est-il, quel qu'il soit, mais des fois, c'est juste un comportement qui peut nous servir, en tout cas en lisant le livre, de ce que je comprends, servir d'électrochoc pour faire une prise de conscience aussi. Oui, sans s'auto-diagnostiquer, c'est pas le but, mais par exemple, on parle de l'anxiété versus le trouble anxieux, parce que là, tout le monde dit en ce moment qu'ils sont anxieux. C'est normal d'avoir une certaine anxiété, ça nous permet d'être alerte, mais comment faire pour pas développer un trouble anxieux? C'est vraiment pour semer des pistes, aller chercher des ressources, oui. Oui, parce que, puis aussi, parce que c'est 60 histoires, mais qui sont différentes aussi, là, on peut comprendre aussi de par certaines. Donc, Kelly DePau, qui est une figure connue, une jeune comédienne. Donc, puis c'est ce que j'aimais, c'est justement, non seulement c'est des histoires différentes, mais c'est aussi des âges différents. Donc, ça peut parler comme une Kelly DePau qui est une jeune dans la vingtaine à de jeunes adultes aussi. Oui, jusqu'à la fin soixantaine ou même une mère aussi, Marilyn Bouchard, que j'ai interviewée comme maman, en fait, d'un enfant qui a certains troubles de santé mentale, parce que je pense qu'on porte autant de jugement sur comment agir avec son enfant, en général. Oui, en général. Mais en plus, en ayant un trouble de santé mentale, donc essayer vraiment de se mettre dans sa peau et puis de comprendre. Est-ce que c'est thérapeutique quand on a aussi un trouble, je pense qu'on peut le dire, dépressif chronique, je crois? Est-ce que pour toi, c'est thérapeutique d'avoir fait... c'était un peu comme une quête en même temps
de ça ou pas? Kate, ben, ça a été thérapeutique. Je me suis sentie très privilégiée d'interviewer ces gens-là. J'ai appris beaucoup. Mais autant que ma passion ou même ma thérapie, c'est le voyage, le tourisme, comme tu sais. J'ai aussi des études en psychologie puis en coaching PNL, qui sont deux approches différentes et puis qu'on parle aussi dans le livre. Je raconte pas mon histoire, mais oui, je pense que ça a été thérapeutique, mais c'est aussi pour montrer, autant que ça soit pour moi ou pour les gens dans le livre, que peu importe en fait ce qu'on vit, on est capable de grandes et de petites choses. Tu sais. Est-ce que pour toi, justement, tu voyages beaucoup, c'est un autre de tes passions. Est-ce qu'on a une bonne façon au Québec, comparativement à travers le reste du monde, de traiter, d'en parler de la santé mentale, justement? Est-ce que chez nous, on a cette chance-là d'avoir les ressources aussi à notre disposition? Est-ce qu'on a les bons leviers selon ta constatation? Il y a les ressources, on en parle davantage. C'est un livre aussi vers la fin que je parle j'ai interviewé des gens sur notre système de santé. Il n'y a rien de parfait, sans être trop politisé là, parce que c'est complexe. Oui, et puis mais je comprends. Il y a des améliorations au niveau de l'accessibilité. Puis il faut dire que le livre est endossé par l'Ordre des psychologues du Québec. Donc ça, c'était important pour moi d'essayer de faire cette démarche-là. Mais donc, j'ai entre autres interviewé la présidente Christine Groux de l'Ordre, qui explique peut-être comment, justement, comment ils essaient de rendre la psychothérapie plus accessible. Parce qu'en ce moment, on le sait que c'est défectueux, mais parce qu'il y a une plus grande demande, etc. Là, c'est complexe. Mais ça fait partie de leur mission. Et je pense qu'avec peut-être, justement, quand on va chercher l'aide, quand on n'est pas prêt nécessairement d'aller en psychothérapie ou on n'a pas accès, mais d'aller chercher l'aide autrement avant qu'il soit trop tard, peut-être. Je pense que c'est un outil parmi les autres qui existent. Est-ce que le prochain, c'est raconter ton histoire? Je ne sais pas. Là, je prends une pause. Je m'occupe d'en parler. C'est important de le faire tourner. Déjà dans les cégeps, par exemple, là, que j'ai des discussions avec plusieurs cégeps. Mais je veux vraiment que les gens comprennent que malgré que c'est... Oui, ça peut paraître une brique. Là. Oui, mais c'est vraiment... je pense que ça a été écrit de façon inspirante. C'est lumineux. Peu importe qu'on ait un trouble ou non. Et puis, c'est vraiment un livre qu'on va chercher selon le témoignage qui résonne en nous, pour aider un proche. Je pense qu'il est très beau, très graphique aussi. Puis les photos sont... Tu sais, je veux dire, il y a les photos qui, je pense... puis je vais juste montrer exemple, là, parce que j'en prends une spontanément, Josiane Boulet, qui est artiste peintre, mais je trouve que le visage, le choix de le faire en noir et blanc, tout ça, juxtaposé avec les couleurs, tout ça, vient en symbiose dans un sujet qui peut s'avérer des fois, justement, peut-être plus, je vais me permettre le mot, mais lourd pour certains, peut-être délicat et peut-être plus approprié plutôt. Donc, je pense que c'est quand même écrit avec quand même une légèreté, sans diminuer évidemment l'importance du sujet, mais pour inspirer. Pour inspirer, effectivement. Puis moi, je l'ai trouvé en tout cas de manière très lumineuse, puis vous pouvez le mettre, vous pouvez le lire, puis le laisser de côté, y revenir lorsque vous en sentez le besoin. Je pense que c'est une autre façon aussi de l'aborder. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci, Alex. Ariane Arpin de l'Orme, tu repasses quand tu veux pour un autre livre, tiens. Merci. Je suis très heureux de l'accueillir. C'est Nicolas Vincent Poirier qui est avec nous autres. Salut! Salut, Alex! Spider-Man à travers le Spider-Verse, c'est un film d'ailleurs qui était très attendu. À preuve, record ou presque au box-office, en tout cas pour cette franchise-là. Bien, tout à fait. 208 millions de dollars dans sa première fin de semaine au box-office international. C'est extrêmement bon. C'est un très bon début. Écoute, ce film-ci, c'est la suite du film Spider-Man dans le Spider-Verse qui a paru en 2018 et qui a récolté au box-office 384 millions. Donc, c'est sûr que ce film-ci va dépasser la version de 2018. Et on attendait ce film-là. Écoute, c'est fait depuis 2018, avant même que le premier film sorte, que ce film-ci était en développement à cause du gros buzz que le film avait. Et il y avait raison, parce que c'est un film, le premier était très particulier dans son look, dans son animation, et avait gagné en 2019 le score du meilleur film d'animation. Et ce film-ci, vraiment, ça pousse les
ce que la version de 2018 a fait, ça les repousse parce que tu vois, c'est énorme comme film. Les deux producteurs et les deux scénaristes, là, Phil Lord et Christopher Miller, ceux qui sont à l'origine du premier film aussi, ils nous avaient dit, bon, ben celui-ci va ressembler un petit peu à l'autre. Mais c'est pas le cas du tout. C'est le plus long film d'animation américain. On parle de 220 minutes. Budget quand même assez raisonnable de 100 millions de dollars. Et c'est un film qui a nécessité 1000 personnes pour l'animation. C'est un record là-dedans. Écoute, on parle de 240 personnages dans ce film-ci et qui se passe dans 6 univers différents, parce que le titre le dit. C'est à travers le Spider-Verse. On nous amène où là-dedans, justement, dans cette... là où on a repris de la première, de cette saga, donc on nous amène où dans le deuxième? Là, notre Spider-Man, notre Peter Parker se retrouve où dans le chapitre 2? C'est Miles Morales qui est le personnage principal dans ce film-ci. Peter Parker, oui, il faisait partie de la version de 2018 et oui, un petit peu dans ce film-ci. Mais vraiment, c'est Miles Morales en tant que Spider-Man qui va traverser dans le multivers des Spider-Man. Tandis que dans la version de 2018, c'était d'autres Spider-Man qui rentraient dans son univers. Et bien là, on va découvrir une multitude de Spider-Man. Et c'est la première partie, ce film-ci, parce que, bon, c'est une histoire qui était trop... complexe. Énorme, disons, et complexe pour se faire en un seul film. La deuxième partie va paraître le 29 mars 2024. Mais vraiment, ce film-ci, écoute, chacune des 6 univers dans lesquels le film se passe a une animation différente, a un look différent. Et c'est vraiment ça qui est particulier comparé, admettons, au premier, qui était déjà très particulier, disons. Et j'ai cette crainte, et je veux t'entendre là-dessus. Je sais que pour avoir vu en avant-première le Flash, qui s'en vient de DC Comics très bientôt, plus tard en juin, on utilise un peu cette sorte de univers parallèle, soit évidemment... Le multivers, oui. Oui, c'est ça, exactement. Et le multivers, et on utilise un peu la même chose. Qu'on exploite ces deux tangentes-là dans les deux univers que sont Marvel et DC Comics, est-ce qu'à un moment donné, c'est pas peut-être cette chose qui va devenir saturée aussi? Déjà que les films de super-héros, on le sait, sont à bout de souffle. Oui, tout à fait. Bien, tu as raison là-dessus. Et oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va être saturé, mais disons que c'est tout nouveau. On prend ce que Marvel a essayé de faire dans sa phase 4 au complet avec une multitude de films et de séries. Eh bien, ce film-ci l'accomplit très bien en un seul film, tout comme le premier l'accomplissait très bien. Hop, c'est ma sonnette. Et c'est Amy aussi qui joue son rôle de chien de garde en étant un chien pog. Mais on peut continuer, mon cher. Il n'y a pas de problème. On coupera pas. On coupera pas, on continue. On continue, on aime ça quand c'est de la télé-réalité. C'est de la vraie télé-réalité, mon cher. Et je pense que tu as une invitée ou un invité qui s'en vient. Ça doit être ta blonde, ça, mon cher. Peut-être, mais bon, on va se concentrer. Qu'est-ce que je disais? Oui, le multivers, oui, c'est quelque chose évidemment, ça va se saturer à un moment donné, mais DC est en train de le développer. On comprend déjà ce que ça représente et à un moment donné, oui, ça va être saturé, mais on va être rendu à d'autres choses rendues là parce que les super-héros en général, même dans les bandes dessinées, n'arrêtent pas de se réinventer. On va trouver quelque chose d'autre. On va retourner à une certaine source quand tout ce qui est multivers, on ne sera plus capable d'en entendre parler. Aimes-tu les Decepticons, toi? Oui, les Decepticons, tout comme les Transformers. Je préférais les G.I. Joe. Mais non, mais je te lance parce qu'évidemment, c'est le film Les Transformers tout nouveau de cette franchise qui arrive. Est-ce qu'on se comprend que c'est peut-être, en tout cas, ce que je comprenais, je ne l'ai pas vu, mais selon toute vraisemblance, c'est comme un redémarrage de la franchise parce qu'on va à la genèse des Transformers, du phénomène Transformers. Oui, tout à fait. Ben, moi, je pense qu'il aurait dû continuer avec la suite de Bumblebee, qui était un de mes préférés. Je pense que mon préféré dans tous les films Transformers. Et bon, on fait ce qu'on appelle des reboots, on recommence un petit peu à zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'argent à faire. Et c'est payant. C'est très, très, très payant, autant pour les produits dérivés que pour les films.
Donc, évidemment, on ne va jamais arrêter d'en faire, Alex. Et admettons que ce film-ci est un flop commercial, on va juste attendre quelques années, on va attendre juste un petit peu plus longtemps et on va recommencer à zéro. Ça ne va jamais arrêter parce qu'il y a trop de ces films-là qui ont dépassé le milliard de dollars au box-office. Eh bien, c'est l'argent qui parle. Et ben moi, je te laisse aller répondre à la porte. Je pense qu'il est trop tard, Alex. Ah, OK. Qu'est-ce que tu veux? Tu as raté ta date. OK. Hey, je te dis à très bientôt. Rappelle-moi, puis moi, te servir de date. Moi, ça ne me dérange pas. Puis on s'en va au cinéma. Hey, merci à toi. Bon cinéma à tout le monde, évidemment. Puis on se dit à très bientôt. Merci, Alex. Salut. Salut. Le 24 juin prochain, c'est notre fête nationale et encore une fois cette année, ça se passe à Laval, au Centre de la Nature. Il y aura plusieurs artistes sur place, Laurent Nicoué, Ariane Roy, notamment aussi l'occasion de vibrer avec la légende québécoise Michel Rivard, Martha Wainwright, Brigitte Boisjoli, ne sont que quelques-uns des artistes qui vont vraiment vous faire passer une très bonne soirée. Elle est la porte-parole cette année, la comédienne Léane Labrèche-D'Or que vous allez entendre dans les prochains instants. Mais tout d'abord, le maire de Laval, Stéphane Boyer. On a fait beaucoup de chemin dans les dernières années. On a mis de l'avant une réglementation pour mieux protéger notre patrimoine, les bâtiments patrimoniaux. On a fait plusieurs acquisitions dans ce sens-là également. On a vu la culture prendre son envol avec 2 fois plus de subventions, d'aides gouvernementales à la fois de Québec et de la municipalité pour que nos organismes culturels rayonnent. De plus en plus, on invite la culture à aller à la rencontre aussi de nos citoyens au-delà des salles de théâtre. On l'a vu dans les dernières années avec les ondes musicales, avec les spectacles qu'on a emmenés même au pied des résidences pour personnes âgées, pour que les gens puissent profiter de contes, de chants, de danse, à même leur loyer, à même leur logis. Et c'est par une multitude d'actions comme ça qu'on va réussir à faire rayonner le Québec, Laval, notre langue, notre culture, notre histoire. Bonjour, je suis Léane Labrèche-D'Or, fière porte-parole de l'édition 2023 de la Fête nationale du Québec. J'ai accepté d'être porte-parole parce que, premièrement, c'est un honneur, sincèrement. Puis deuxièmement, parce qu'on est dans une ère, je trouve, où individuellement, on essaie de se respecter, de se tenir debout, de se trouver des occasions d'être fiers, mais que selon moi, il n'y a rien comme le souffle d'une nation puis de la collectivité pour nous porter puis nous élever. Puis je trouve que c'est une magnifique occasion de se retrouver ensemble, tout le monde, puis de se dire ensemble, tout le monde, bravo, je t'aime, je suis fière qu'on soit québécois. Vous voulez faire suite à ces entrevues chroniques qui vous ont peut-être plu, vous voulez les revoir, YouTube également, notre page Facebook, c'est une autre bonne façon pour acheminer vos commentaires et vos suggestions. Je veux remercier tous les gens qui me font rayonner devant l'écran, Jacques également, Tommy, Daniel, Yannick, Alain à la réalisation, aussi Précieuse Manon à la recherche. Une des bonnes façons pour nous appuyer, c'est de vous procurer votre carte de bingo. Et nous, en échange, on vous donne de l'argent comme ça avec notre bingo qui a lieu tous les dimanches 9h30. Cette semaine, 2250 $ pour la carte pleine, donc 3500 $ la cagnotte totale. Bonne chance et je vous dis à très bientôt.